Allez, donc au programme aujourd'hui, un nouveau chapitre sur le produit scalaire, donc quelque chose de nouveau qu'on va aborder. Alors quelque chose de nouveau qui va quand même s'appuyer sur des notions que vous êtes censés connaître, notamment par exemple la notion de vecteur. Donc on va commencer par rappeler. Qu'est-ce qu'un vecteur qu'on avait vu normalement en seconde? Alors un vecteur non nul AB, je vous rappelle que ça se note avec une flèche, il est caractérisé par trois choses. Premièrement, sa norme, qu'on appelle sa norme, c'est sa longueur. Donc la norme du vecteur AB, c'est la distance AB, la longueur AB. Sa direction, donc par quelle droite il est porté, donc la droite AB. Et le sens, est-ce que je vais de A vers B ou de B vers A? Si je parle du vecteur AB, c'est que je pars de A pour aller vers B. Donc trois éléments caractérisent un vecteur: sa norme, donc longueur, sa direction, sur quelle droite je me situe, et sur cette droite-là, dans quel sens je vais. Il y a toujours deux sens possibles sur une droite donnée. Donc voilà ce qui caractérise un vecteur. Quand je connais A et B avec leurs coordonnées, xa, yk, xb, yb, alors il faut se rappeler que les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa pour l'abscisse, yb moins yk pour l'ordonnée, coordonnées qu'on a plutôt tendance en général à noter en colonne, pour les distinguer justement des coordonnées d'un point. Et à chaque fois, donc, pensez qu'on fait deuxième point moins le premier. Donc xb moins xa, yb moins yk. Et la norme, correspond à la distance AB, donc formule de seconde, pour calculer une distance entre les points A et B, grande racine de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Formule de seconde, donc savoir calculer une distance entre les points A et B. Un exemple, si vous avez ici A et B, deux points du plan munis d'un repère orthonormé. Alors, calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est faire coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc, xb 0 moins xa moins moins 1. 0 moins moins 1, ça fait 1. Et yb 1 moins yk 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc là, vous avez les coordonnées du vecteur AB. Et ensuite, si vous voulez calculer sa norme, grande racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, puisque 1 correspond à xb moins xa. Et moins 1 correspond à yb moins yk. Donc quand vous avez les coordonnées d'un vecteur u, par exemple, de coordonnées xy, alors sa norme, c'est grande racine de x carré plus y carré. Ici, grande racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, ça fait racine de 1 plus 1, racine de 2. Donc voilà comment vous calculez facilement la norme d'un vecteur dont vous connaissez les coordonnées des extrémités. Ensuite, maintenant qu'on sait ce qu'est un vecteur, quelques opérations. Avec les coordonnées, faire la somme de deux vecteurs, c'est relativement simple. Si U a pour coordonnées x, y, v a pour coordonnées x', y', alors le vecteur U plus v a pour coordonnées x plus x', y plus y'. J'additionne les deux coordonnées. Si c'était une soustraction, je les soustrais. Si je multiplie par 4, je multiplie les coordonnées par 4. Pas de difficulté majeure. Règle du parallélogramme. Le vecteur AB plus le vecteur AD, ça fait le vecteur AC qui est la diagonale du parallélogramme ABCD. Puisque le vecteur AB plus le vecteur AD c'est le même que le vecteur BC. Donc ça ferait AD plus BC, et donc ça fait AC parce que ça c'est la relation de Schall. Si je fais AB plus BC, au final ça revient à faire le vecteur AC. Je vous rappelle qu'un vecteur, on peut l'assimiler à un déplacement. Donc si je pars de A, que je vais vers B, que je repars de B, que je vais vers C, au final quel déplacement j'ai fait? Je suis parti de A, point de départ, j'ai terminé en C, point d'arrivée, donc j'ai fait le vecteur AC. Relation de Schall. Donc règle du parallélogramme aussi, je vous rappelle, qui dit parallélogramme dit vecteurs égaux. Si j'ai le parallélogramme ABCD, alors ça veut dire que AB par exemple égale DC, ou alors que AD égale BC. Faites attention, AB égale CD par exemple, ça ne ferait pas le parallélogramme ABCD. C'est bien beau de parler, mais peut-être que d'illustrer ça, ce sera plus clair. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que si je fais vecteur AB égale vecteur CD, alors je n'ai pas formé le parallélogramme ABCD, mais j'ai formé le parallélogramme ABDC. Donc faites attention à ce piège-là, sur lequel on avait essayé de vous alerter en seconde. Et puis, autre notion importante, la notion de collinéarité. Donc déjà, avant ça, produit d'un vecteur par un nombre réel. Le produit d'un vecteur non nul par un nombre réel k, non nul lui aussi, c'est le vecteur de norme k fois u. Valeur absolue même plutôt de k fois u.
est de même direction que U. Par exemple, si K est positif, ce vecteur est de même sens que U. Si K est négatif, ce vecteur est de sens contraire à U. Et le rapport de longueur, je multiplie la norme de U par la valeur absolue de K. Parce que si, par exemple, K vaut moins 2, je ne vais pas multiplier la longueur par moins 2. Ça me donnerait une longueur négative, ce qui n'a pas de sens. Donc si K vaut moins 2, je vais multiplier la longueur par la valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire par 2. Et le moins va juste me donner une information au niveau du sens. Si je multiplie par moins 2, je change le sens du vecteur. Si je multiplie par plus 2, je conserve le même sens que le vecteur. Et du coup, si deux vecteurs sont liés entre eux par une relation de proportionnalité, c'est-à-dire que si V est égal à KU, alors on va dire que ces vecteurs sont colinéaires. Si U a pour coordonnées x, y, alors le vecteur KU aura pour coordonnées kx, ky, je multiplie ces coordonnées par k. Petite illustration ici, les vecteurs U, V et W sont tous colinéaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction. Des vecteurs colinéaires correspondent à des vecteurs qui ont la même direction. C'est-à-dire qu'il existe forcément une relation de proportionnalité entre les deux. Et ici, je vois que U, par exemple, ou que V, c'est moins 2U. Pourquoi moins 2U? Le moins, c'est parce qu'ils ont des sens opposés. Et le 2, c'est parce que sa longueur a été multipliée par 2. Donc, V égale moins 2U. Et vu qu'il existe une relation entre les deux, cela prouve qu'ils sont colinéaires. Ici, V égale 3U. Pourquoi 3? La longueur est multipliée par 3 et 3 est positif parce que je vais dans le même sens. Alors, hop, je vois que c'est pas rappelé. Je vais vous faire un autre rappel sur comment démontrer que des vecteurs sont colinéaires en calculant leur déterminant justement. Si vous avez le vecteur U de coordonnées 2, 4, le vecteur V de coordonnées 10, 20, comment démontrer qu'ils sont colinéaires? Soit vous êtes malin et vous établissez tout de suite que V est égal à 5U. Donc il y a une relation de proportionnalité entre les deux, donc ils sont colinéaires. Soit vous ne le voyez pas, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous déterminez justement ce qu'on appelle le déterminant de ces deux vecteurs. Je vous rappelle le déterminant donc, du vecteur de coordonnées 2, 4, 10, 20. À quoi est-il égal? Au produit en croix. 2 fois 20 moins 4 fois 10. Ça, qu'est-ce que ça fait? 40 moins 40, c'est-à-dire 0. Et justement, si le déterminant est nul, alors cela signifie que les vecteurs sont colinéaires. Donc voilà comment vous pouvez démontrer facilement la colinéarité par le calcul. Si vous ne remarquez pas la proportionnalité entre les coordonnées des vecteurs, alors vous calculez leur déterminant qui correspond à leur produit en croix, 2 fois 20 moins 4 fois 10. Si ce déterminant est nul, vous avez démontré que les vecteurs sont colinéaires. Si ce déterminant n'est pas nul, alors les vecteurs ne sont pas colinéaires. Un rappel important de seconde. Et puis on aura aussi et enfin besoin dans ce chapitre de la trigonométrie, donc chapitre qu'on a abordé 2 chapitres avant, si ma mémoire est bonne. Donc avec les relations à connaître dans un triangle rectangle, qui est que le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc cos alpha c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus c'est opposé sur hypoténuse, et le tableau des valeurs remarquables à connaître, avec la correspondance entre les angles, leur cosinus, leur sinus, et éventuellement, même c'est pas rajouté, mais les radians, 0 degré, cos 1, sinus 0, 30 degrés qui correspond à pi sur 6, cosinus racine de 3 sur 2, sinus 1 demi, 45 degrés qui correspond à pi sur 4, racine de 2 sur 2 pour le sinus comme le cosinus, 60 degrés qui correspond à pi sur 3, 1 demi pour le cosinus, racine de 3 sur 2 pour le sinus, et 90 degrés qui correspond à pi sur 2, cosinus 0, sinus 1. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans le cercle trigonométrique. Vous placez dans le cercle trigonométrique, là vous avez pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et à chaque fois, vous allez lire par exemple leur cosinus en abscisse, leur sinus en ordonnée. Voilà, mon cercle trigonométrique est un des plus vilains que j'ai pu faire, mais c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire sur d'où sortent ces valeurs particulières. Dans un cercle trigonométrique, vous placez les points, la longueur de l'arc de cercle s'exprime en radians, associée à une mesure en degrés de cet angle qui est proportionnelle évidemment à la longueur de l'arc de cercle,
Et quand vous avez le point, son abscisse correspond au cosinus de l'angle, son ordonnée correspond au sinus de l'angle, hein, ou au cosinus de l'arc de cercle, au sinus de l'arc de cercle, hein, suivant si je suis en degrés ou en radians. Donc voilà, rafraîchissez-vous bien la mémoire à l'aide de ce chapitre de trigonométrie. Et du coup, vous avez vu, on a besoin de deux notions principales pour aborder ces produits scalaires, les vecteurs et la trigonométrie. Donc il faut que vous soyez bien au point sur ces deux chapitres-là pour pouvoir bien comprendre ce que va être le produit scalaire. Donc c'est maintenant ce qu'on va essayer de faire avec le cours.